La question de l'intérêt manifesté par Donald Trump pour l'acquisition du Groenland soulève de nombreuses interrogations géopolitiques, économiques et stratégiques. Pourquoi un président américain du XXIe siècle souhaiterait-il acquérir ce territoire autonome danois? Quelles sont les motivations profondes derrière cette ambition apparemment surprenante? S'agit-il simplement d'une déclaration impulsive ou existe-t-il une stratégie réfléchie derrière cette proposition? Comment cette idée s'inscrit-elle dans la vision plus large de Trump concernant la sécurité nationale américaine et la projection de puissance mondiale? D'abord, pourquoi le Groenland revêt-il une telle importance stratégique aux yeux de l'administration Trump? Cette immense île arctique, la plus grande du monde, occupe-t-elle une position géographique cruciale pour la défense du continent nord-américain? La base aérienne de Tulle, déjà sous contrôle américain depuis des décennies, ne suffit-elle pas aux besoins militaires des États-Unis dans la région? Ou bien Trump envisage-t-il une expansion significative de la présence militaire américaine dans l'Arctique face à la montée en puissance de la Russie et de la Chine dans cette région? Les nouvelles routes maritimes qui s'ouvrent avec la fonte des glaces arctiques constituent-elles un facteur déterminant dans ce calcul stratégique? Le contrôle total du Groenland permettrait-il aux États-Unis de mieux surveiller et contrôler ces passages stratégiques émergents? Ensuite, quelles sont les implications de la compétition sino-américaine dans cette ambition groenlandaise? La Chine n'a-t-elle pas manifesté un intérêt croissant pour l'Arctique, se déclarant même État proche de l'Arctique malgré sa distance géographique considérable? Les investissements chinois proposés au Groenland pour développer des infrastructures aéroportuaires et minières n'ont-ils pas alarmé Washington? Trump cherche-t-il à contrer l'influence économique chinoise dans cette région en proposant une solution radicale, l'annexion pure et simple? Cette démarche ne reflète-t-elle pas une vision du monde où le contrôle territorial direct est préféré aux arrangements diplomatiques complexes? La doctrine America First ne pousse-t-elle pas naturellement vers une telle logique d'expansion territoriale pour sécuriser les intérêts américains? Les ressources naturelles du Groenland constituent-elles un autre facteur majeur dans ce désir d'acquisition? Cette île regorge-t-elle de minerais rares, de pétrole, de gaz naturel et d'autres ressources critiques pour l'économie moderne? Les terres rares, essentielles pour l'industrie technologique et la défense, ne sont-elles pas abondantes dans le sous-sol groenlandais? La dépendance actuelle des États-Unis vis-à-vis de la Chine pour ces minerais stratégiques ne motive-t-elle pas la recherche de sources alternatives et sécurisées? Le Groenland ne représente-t-il pas une opportunité unique de réduire cette vulnérabilité économique? Les estimations concernant les réserves pétrolières offshore du Groenland ne sont-elles pas suffisamment prometteuses pour justifier un intérêt accru, même si l'exploitation reste techniquement difficile et coûteuse? Comment le changement climatique influence-t-il cette vision stratégique? La fonte accélérée de la calotte glaciaire groenlandaise ne rend-elle pas ces ressources de plus en plus accessibles? L'ouverture progressive de nouveaux territoires exploitables ne transforme-t-elle pas le Groenland d'une terre gelée et inhospitalière en un territoire potentiellement riche et accessible? Trump, connu pour son scepticisme concernant le changement climatique, ne voit-il pas paradoxalement dans ce phénomène une opportunité économique plutôt qu'une menace existentielle? Cette perspective utilitariste du réchauffement arctique ne reflète-t-elle pas une approche transactionnelle caractéristique de sa vision des affaires internationales? Qu'en est-il des précédents historiques dans cette démarche? Les États-Unis n'ont-ils pas une longue tradition d'expansion territoriale par l'achat? L'Alaska n'a-t-il pas été acquis auprès de la Russie en 1867, une transaction initialement moquée mais qui s'est révélée extraordinairement avantageuse? La Louisiane n'a-t-elle pas été achetée à la France napoléonienne, doublant instantanément la superficie du pays? Les îles Vierges américaines n'ont-elles pas été acquises du Danemark en 1917? Trump ne s'inscrit-il pas consciemment dans cette tradition expansionniste américaine? Ne cherche-t-il pas à réaliser un grand coup comparable à ces acquisitions historiques qui ont façonné la géographie des États-Unis modernes? La dimension personnelle et psychologique de Trump joue-t-elle également un rôle? Son attrait pour les projets grandioses et les transactions spectaculaires ne trouve-t-il pas dans cette proposition une expression parfaite? L'intérêt manifesté par Donald Trump pour l'acquisition du Groenland, exprimé publiquement en 2019 et réitéré lors de son retour politique, constitue l'une des propositions géopolitiques les plus audacieuses et controversées du XXIe siècle. Loin d'être une simple fantaisie ou une déclaration impulsive, cette ambition s'inscrit dans une logique stratégique complexe qui mêle considérations militaires, économiques,
géopolitique et idéologique. Pour comprendre cette proposition, il faut examiner les multiples dimensions qui la sous-tendent et analyser comment elle reflète une vision particulière de la puissance américaine et de son rôle dans le monde. L'importance stratégique militaire du Groenland. Le Groenland occupe une position géographique absolument cruciale pour la défense du continent nord-américain et le contrôle de l'Arctique. Cette immense île, située entre l'Amérique du Nord et l'Europe, constitue un pont naturel surveillant les routes maritimes et aériennes de l'Atlantique Nord. La base aérienne de Tulle, établie en 1951 et opérée par l'US Space Force, démontre déjà l'importance stratégique reconnue de ce territoire pour les États-Unis. Cependant, la simple présence d'une base militaire ne suffit plus aux yeux de certains stratèges américains. Le contrôle total du territoire groenlandais permettrait aux États-Unis d'établir un réseau complet de systèmes de surveillance, de défense antimissiles et de projection de puissance dans l'Arctique. Avec la modernisation des capacités militaires russes et chinoises, notamment dans le domaine des missiles hypersoniques et des sous-marins furtifs, le Groenland devient une plateforme indispensable pour détecter et intercepter d'éventuelles menaces. La fonte des glaces arctiques ouvre également de nouvelles routes maritimes stratégiques. Le passage du nord-ouest et le passage du nord-est, longtemps impraticables, deviennent progressivement navigables pendant des périodes de plus en plus longues chaque année. Le Groenland se trouve à l'intersection de ces nouvelles voies commerciales et militaires. Un contrôle américain total garantirait la capacité de surveiller, réglementer et, si nécessaire, interdire le passage à des navires hostiles ou concurrents. L'aspect spatial mérite également considération. La proximité du Groenland avec le pôle Nord en fait un site idéal pour les installations de suivi satellitaire et de communication dans les régions polaires. Dans un contexte où l'espace devient un domaine contesté de rivalité stratégique, cette dimension prend une importance croissante. La compétition avec la Chine et la Russie. L'ambition groenlandaise de Trump s'explique largement par la montée en puissance de la Chine et le réarmement de la Russie dans l'Arctique. La Chine s'est autoproclamée État proche de l'Arctique dans son livre blanc sur la politique arctique de 2018, une revendication géographiquement contestable mais politiquement significative. Pékin a proposé le concept de route de la soie polaire, intégrant l'Arctique dans son initiative massive des nouvelles routes de la soie. Concrètement, la Chine a tenté à plusieurs reprises d'investir dans des infrastructures groenlandaises. En 2018, des entreprises chinoises avaient proposé de financer la construction ou l'agrandissement de 3 aéroports au Groenland, un projet qui a finalement été bloqué après l'intervention du Danemark sous pression américaine. Washington voyait dans ces investissements une tentative déguisée d'établir une présence stratégique chinoise dans l'Arctique nord-américain. Pour Trump et ses conseillers, permettre à la Chine d'acquérir une influence économique au Groenland équivaudrait à laisser un rival stratégique établir une tête de pont à proximité immédiate du continent américain. L'acquisition du territoire éliminerait radicalement ce risque en fermant définitivement la porte aux investissements et à l'influence chinoise. Cette approche reflète une vision du monde où le contrôle territorial direct est préféré aux arrangements diplomatiques complexes qui peuvent évoluer avec les changements de gouvernement. La Russie représente une préoccupation tout aussi sérieuse. Moscou a considérablement militarisé son Arctique, réactivant d'anciennes bases soviétiques et en construisant de nouvelles. La flotte russe de brise-glace, comprenant plus de 40 navires dont plusieurs à propulsion nucléaire, dépasse largement les capacités américaines. La Russie mène régulièrement des exercices militaires dans l'Arctique, testant ses capacités de projection de puissance dans des conditions extrêmes. Face à cette double pression sino-russe, Trump perçoit probablement l'acquisition du Groenland comme une réponse stratégique décisive qui renforcerait massivement la position américaine dans ce qui devient rapidement un théâtre de compétition entre grandes puissances. Les ressources naturelles et l'indépendance économique. Le sous-sol groenlandais recèle des richesses considérables qui alimentent l'intérêt de Trump pour ce territoire. Les géologues ont identifié des gisements substantiels de terres rares, ces 17 éléments chimiques essentiels pour l'industrie moderne, notamment l'électronique, les énergies renouvelables et les technologies de défense. La Chine contrôle actuellement environ 80% de la production mondiale de terres rares, créant une vulnérabilité stratégique majeure pour les États-Unis. Le Groenland possède l'un des plus importants gisements de terres rares au monde à Kvanefjeld, dans le sud de l'île. Ce site contient également de l'uranium, ajoutant une dimension supplémentaire à son importance stratégique.
L'accès à ces ressources permettrait aux États-Unis de réduire significativement leur dépendance vis-à-vis de la Chine pour des matériaux critiques, un objectif majeur dans le contexte de la rivalité sino-américaine. Au-delà des terres rares, le Groenland possède des réserves significatives d'autres minerais précieux, zinc, plomb, or, fer, rubis, diamants, et potentiellement des quantités importantes de pétrole et de gaz naturel offshore. L'United States Geological Survey a estimé que les eaux groenlandaises pourraient contenir jusqu'à 50 milliards de barils de pétrole et de gaz naturel, bien que ces estimations restent incertaines et que l'exploitation soit techniquement difficile et coûteuse. La fonte de la calotte glaciaire, bien qu'elle représente une catastrophe environnementale globale, rend paradoxalement ces ressources de plus en plus accessibles. Des zones auparavant recouvertes de glace en permanence commencent à devenir exploitables. Pour Trump, dont la vision du changement climatique privilégie souvent les opportunités économiques sur les risques environnementaux, cette accessibilité croissante renforce l'attractivité du territoire. L'acquisition du Groenland représenterait donc une forme d'autosuffisance stratégique permettant aux États-Unis de sécuriser l'accès à des ressources critiques sur un territoire sous leur contrôle direct, plutôt que de dépendre de chaînes d'approvisionnement internationales vulnérables aux perturbations géopolitiques. Les précédents historiques et la vision expansionniste Trump s'inscrit consciemment dans une tradition expansionniste américaine qui a façonné la géographie des États-Unis. L'achat de l'Alaska à la Russie en 1867 pour 7,2 millions de dollars, initialement ridiculisé comme la folie de Seward, s'est révélé être l'une des meilleures affaires de l'histoire américaine. Ce territoire a fourni des ressources naturelles considérables, notamment le pétrole, et occupe une position stratégique cruciale. L'acquisition de la Louisiane auprès de Napoléon en 1803 a doublé la superficie des États-Unis pour environ 15 millions de dollars. Les îles Vierges américaines ont été achetées par le Danemark en 1917 pour 25 millions de dollars, une transaction qui démontre qu'un accord avec le Danemark concernant un territoire atlantique a déjà un précédent historique direct. Trump voit probablement dans l'acquisition du Groenland l'opportunité de réaliser un exploit comparable à ces grandes transactions territoriales qui ont défini l'expansion américaine. Pour un président obsédé par l'héritage et la grandeur, acheter la plus grande île du monde représenterait un accomplissement historique indiscutable, gravant son nom dans l'histoire américaine d'une manière que peu de présidents peuvent revendiquer. Cette vision s'aligne également avec sa rhétorique America First et sa promesse de rendre sa grandeur à l'Amérique. L'expansion territoriale constitue une manifestation concrète et tangible de la grandeur nationale, facilement compréhensible pour son électorat et difficile à contester même par ses adversaires politiques. La dimension personnelle et psychologique, la personnalité de Trump joue indubitablement un rôle dans cette ambition. Sa carrière dans l'immobilier s'est construite sur des acquisitions audacieuses et des projets grandioses portant son nom. L'idée d'acquérir une île entière, particulièrement la plus grande du monde, correspond parfaitement à son penchant pour le spectaculaire et le monumental. Trump valorise les transactions comme mesure du succès. Pour lui, négocier l'acquisition du Groenland représenterait le deal ultime, surpassant toutes ses réalisations immobilières antérieures. Cette mentalité transactionnelle, où tout peut potentiellement être négocié et acheté, transpose sa logique d'homme d'affaires à la sphère géopolitique. Son besoin de se distinguer de ses prédécesseurs et de réaliser quelque chose d'unique alimente également cette ambition. Aucun président américain n'a acquis de territoire d'une telle ampleur depuis plus d'un siècle. Réussir cet exploit le placerait dans une catégorie à part dans l'histoire présidentielle américaine. Par ailleurs, le rejet initial et véhément de la proposition par le Danemark et la communauté internationale a probablement renforcé sa détermination. Trump réagit souvent à l'opposition en doublant ses positions plutôt qu'en reculant, percevant le compromis comme une faiblesse. Les réactions internationales et les tensions diplomatiques. La réception internationale de cette proposition a été largement négative, créant des tensions diplomatiques inattendues. La première ministre danoise Mette Frederiksen a qualifié l'idée d'absurde, une réponse qui a profondément irrité Trump. En réaction, il a annulé une visite d'État au Danemark prévue en septembre 2019, une décision inhabituelle qui a souligné la profondeur de son mécontentement. Cette séquence a révélé les limites de l'approche transactionnelle de Trump en diplomatie. Contrairement aux transactions immobilières, les relations internationales impliquent pour des dimensions identitaires, culturelles et émotionnelles qui ne peuvent pas simplement être réduites à des calculs financiers.
Pour les Danois, le Groenland n'est pas simplement un actif à vendre, mais une partie de leur royaume avec des liens historiques, culturels et constitutionnels profonds. L'Union européenne a également réagi négativement, percevant la proposition comme une forme d'impérialisme anachronique. Plusieurs dirigeants européens ont exprimé leur solidarité avec le Danemark, renforçant les tensions transatlantiques qui caractérisaient déjà la présidence Trump. Cependant, certains analystes conservateurs américains ont défendu la proposition comme une réflexion stratégique légitime, même si mal présentée diplomatiquement. Ils soulignent que dans un monde de compétition entre grandes puissances, les États-Unis doivent penser de manière audacieuse pour maintenir leur position dominante. La position des Groenlandais. Les Groenlandais eux-mêmes, rarement consultés dans ce débat international, ont des opinions nuancées. Le Groenland jouit d'une large autonomie au sein du Royaume du Danemark depuis 2009, gérant la plupart de ses affaires intérieures tout en dépendant de Copenhague pour la défense et la politique étrangère. Une partie significative de la population groenlandaise aspire à l'indépendance complète à long terme. Cependant, l'obstacle principal reste économique. Le Groenland dépend des subventions danoises qui représentent environ 3,9 milliards de couronnes danoises annuellement, soit approximativement la moitié du budget gouvernemental. Sans cette aide, maintenir les services publics et le niveau de vie actuel serait extrêmement difficile. Dans ce contexte, certains Groenlandais pourraient théoriquement voir dans une association avec les États-Unis une alternative économique viable. Les ressources américaines pourraient définancer le développement des infrastructures, de l'éducation et de l'économie groenlandaise d'une manière que le Danemark, avec une population de seulement 5,8 millions d'habitants, ne peut égaler. Cependant, les sondages indiquent que la majorité des Groenlandais ne souhaitent pas devenir américains. Leur aspiration est à l'indépendance véritable, pas à un changement de maître colonial. La population, majoritairement inuite, craint que son identité culturelle, sa langue, le groenlandais, et ses traditions ne soient pas submergées dans l'immensité américaine. L'expérience des populations autochtones d'Alaska, qui ont perdu beaucoup de leur autonomie culturelle, sert d'avertissement. Le gouvernement groenlandais, dirigé par le Premier ministre Mudbe Egede, a clairement affirmé que le Groenland n'est pas à vendre et que l'avenir du territoire doit être déterminé par les Groenlandais eux-mêmes. Cette position reflète un nationalisme groenlandais croissant qui rejette toute forme de tutelle extérieure, qu'elle soit danoise ou américaine. Les obstacles juridiques et constitutionnels. Sur le plan juridique, l'acquisition du Groenland présenterait des défis considérables. Le droit international moderne reconnaît le principe d'autodétermination des peuples, codifié dans la Charte des Nations Unies. Tout transfert de souveraineté nécessiterait absolument le consentement de la population groenlandaise, probablement par référendum. La constitution danoise exigerait également l'approbation du Folketing, parlement danois, pour toute cession territoriale. Étant donné le sentiment national danois, obtenir une telle approbation serait politiquement impossible sans un soutien groenlandais clair, qui n'existe manifestement pas. Même si, hypothétiquement, un accord était conclu, l'intégration du Groenland dans le système constitutionnel américain poserait des questions complexes. Le territoire deviendrait-il un État, ce qui accorderait à ses 56 000 habitants 2 sénateurs et une représentation disproportionnée au Congrès? Deviendrait-il un territoire comme Porto Rico, créant des questions sur la représentation et les droits civiques? Ces complications juridiques n'ont pas de solutions évidentes. Les coûts réels et le retour sur investissement. Au-delà du prix d'achat hypothétique, qui pourrait se chiffrer en centaines de milliards de dollars, les coûts réels de l'acquisition et du développement du Groenland seraient astronomiques. L'infrastructure groenlandaise est rudimentaire en dehors des quelques centres urbains. Il n'existe pas de route reliant les villes principales. Le transport se fait principalement par bateau et avion. Développer des infrastructures modernes dans l'environnement arctique hostile du Groenland coûterait probablement plusieurs centaines de milliards de dollars sur plusieurs décennies. La construction de routes, de ports en eau profonde, d'aéroports modernes, de réseaux électriques, de télécommunications et d'installations sanitaires dans des conditions où le pergélisol complique toute construction nécessiterait des investissements massifs et continus. Les coûts opérationnels annuels seraient également considérables. Maintenir les services publics, l'éducation, la santé et l'administration pour la population groenlandaise, tout en respectant des standards américains, ajouterait des milliards de dollars au budget fédéral chaque année. Le retour sur investissement reste hautement incertain. Bien que les ressources naturelles soient substantielles,
Leur exploitation dans l'Arctique est extrêmement coûteuse. Les conditions climatiques extrêmes, l'isolement géographique et les préoccupations environnementales rendent de nombreux projets marginalement rentables ou non rentables avec les technologies et prix actuels. Trump, qui se présente comme un gestionnaire fiscal prudent, n'a jamais publiquement abordé ces questions de coûts de manière détaillée. Son focus semble être sur les bénéfices stratégiques plutôt que sur une analyse coût-bénéfice traditionnelle. L'Arctique comme théâtre de compétition du XXIe siècle. La proposition de Trump doit être comprise dans le contexte plus large de la transformation de l'Arctique en zone de compétition stratégique majeure. Le réchauffement climatique, tout en étant une catastrophe environnementale, ouvre de nouvelles opportunités économiques et stratégiques dans la région. Les routes maritimes arctiques pourraient en réduire significativement les distances de transport entre l'Asie et l'Europe, créant de nouvelles dynamiques commerciales mondiales. Le passage du nord-est, longeant la côte russe, pourrait réduire la distance entre Shanghai et Rotterdam de 40% par rapport à la route actuelle via le canal de Suez. Le passage du nord-ouest, traversant l'archipel arctique canadien, offrirait des raccourcis similaires. Ces développements attirent dans l'attention de toutes les grandes puissances. La Chine investit massivement dans la construction de brise-glace et développe son expertise arctique. La Russie modernise son infrastructure arctique et affirme ses revendications territoriales. Les pays arctiques traditionnels, Canada, Norvège, Danemark via le Groenland, cherchent à protéger leurs intérêts. Dans ce contexte, les États-Unis souffrent d'un déficit capacitaire. Avec seulement 2 brise-glaces opérationnelles, contre plus de 40 pour la Russie, leur capacité à opérer effectivement dans l'Arctique est limitée. Le Groenland offrirait des bases d'hélibases terrestres permanentes, compensant partiellement ce désavantage naval. Les implications pour l'OTAN et la sécurité atlantique. Le Groenland fait actuellement partie du territoire de l'OTAN, via son appartenance au Royaume du Danemark. Un transfert de souveraineté vers les États-Unis ne changerait pas fondamentalement ce statut, mais créerait néanmoins des complications diplomatiques au sein de l'Alliance. Trump a constamment critiqué l'OTAN et exigé que les membres européens augmentent leurs dépenses de défense. Dans ce contexte, proposer d'acheter une partie du territoire d'un allié européen sans consultation approfondie a été perçu comme un affront. Cela renforçait l'impression que Trump considère les relations transatlantiques de manière purement transactionnelle, sans considération pour les sensibilités politiques des partenaires. Cependant, paradoxalement, l'acquisition renforcerait objectivement la position de l'OTAN dans l'Arctique face à la Russie. Elle permettrait à l'Alliance d'établir une présence militaire plus robuste dans une région où Moscou a été particulièrement assertive. La dimension environnementale et scientifique, le Groenland joue un rôle crucial dans la recherche climatique mondiale. La calotte glaciaire contient des archives climatiques remontant à 130 000 ans, fournissant des données essentielles pour comprendre les changements climatiques passés et modéliser les évolutions futures. Plusieurs stations de recherche internationales opèrent au Groenland, impliquant des scientifiques de nombreux pays. L'ambition de Donald Trump d'acquérir le Groenland reflète une convergence complexe de facteurs stratégiques, économiques, psychologiques et idéologiques. Sur le plan stratégique, le contrôle du Groenland renforcerait indéniablement la position américaine dans l'Arctique face à la Russie et la Chine, sécurisant des routes maritimes émergentes et fournissant des bases avancées pour la surveillance et la défense. Sur le plan économique, l'accès aux ressources naturelles groenlandaises, particulièrement les terres rares, réduirait la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine pour des matériaux stratégiques. Cette dimension d'autosuffisance économique s'aligne avec la rhétorique nationaliste de Trump. Cependant, les obstacles pratiques sont formidables. Les coûts financiers se chiffreraient en centaines de milliards de dollars. Les obstacles juridiques et constitutionnels nécessiteraient le consentement groenlandais qui n'existe manifestement pas. Les complications diplomatiques avec le Danemark et l'Union européenne compliqueraient les relations transatlantiques déjà tendues. La question centrale reste celle de la volonté des Groenlandais. Leur aspiration à l'autodétermination ne peut être ignorée dans toute discussion sérieuse sur l'avenir du territoire. Toute solution qui ne respecterait pas ce principe fondamental serait moralement inacceptable et juridiquement invalide selon les normes internationales contemporaines. En fin de compte, la proposition de Trump concernant le Groenland restera probablement une curiosité historique plutôt qu'une réalité géopolitique. Néanmoins, elle a eu le mérite de focaliser l'attention sur l'importance stratégique croissante de l'Arctique et les défis que cette transformation pose pour toutes les puissances concernées.
Dans un siècle où le changement climatique redessine la géographie stratégique mondiale, l'Arctique émergera inévitablement comme un théâtre majeur de compétition entre grandes puissances. La question n'est pas de savoir si cette compétition aura lieu, mais comment elle sera gérée pour éviter les conflits et protéger cet environnement fragile et crucial pour la planète entière.